C'est quoi la construction identitaire dans le contexte d'aujourd'hui? Quelle place de choix doit-on lui donner dans nos milieux éducatifs francophones? Des leaders en construction identitaire francophone de partout au Canada et de tous les niveaux du continuum éducatif se sont récemment penchés sur la question et partagent 5 pistes d'action prometteuses. La diversité, c'est tout le monde. En fait, ce qu'on a en commun, c'est le fait d'être tous des gens divers. Donc, on fait tous partie de cette diversité. Et donc, automatiquement, on a tous des identités différentes, des bagages différents. On essaie d'apporter nos élèves à découvrir de nouvelles identités, mais aussi à conserver celles qui leur appartiennent, puis qui les apportent à cheminer, à grandir, mais aussi à ouvrir la porte à de nouveautés dans leur vie aussi. Que toutes ces identités plurielles, multiples, permettaient de contribuer vraiment à la construction identitaire francophone de chacun, autant pour la personne finalement qui va enseigner ou qui va accompagner l'enfant, l'élève, la famille dans son parcours, que pour l'élève, l'enfant, la famille lui-même, qui va vraiment développer son rapport à la francophonie. Notre identité, elle va constamment évoluer au fur et à mesure qu'on grandit, qu'on va être exposé à différents milieux et puis avec les personnes avec qui on est. C'est vraiment important dès le départ, que ce soit la petite enfance ou en milieu scolaire, c'est de miser sur les opportunités de trouver des questions ou des petites activités qui leur permettraient justement d'être conscients plus jeunes que de seulement le réaliser à l'âge adulte, qu'avec toute la variété d'approches pédagogiques, puis les activités, puis ce qu'on a autour de nous, qu'il y a façon d'entamer cette discussion-là plus jeune avec nos enfants qu'on côtoie au quotidien. On a constaté qu'il y a une francophonie qui est pas mal imposée aux familles, aux enfants, aux élèves. Au lieu d'imposer un chemin, c'est plutôt s'enrichir des chemins des autres, des identités des autres, pour reconstruire une multitude de chemins où chacun pourrait se retrouver. On doit faire preuve vraiment beaucoup d'humilité quand on va accueillir la personne avec son héritage. C'est pour ça qu'on a besoin de repenser vraiment la francophonie différemment maintenant, à travers toutes ces identités multiples qu'on va avoir. L'accueil chapeaute toutes nos interventions en construction identitaire. C'est vraiment la pierre fondamentale. Et l'importance d'assumer cette posture d'accueil en tout temps et de saisir les occasions pour intervenir, pour aller à la rencontre de l'autre, pour partager avec l'autre. C'est certain que l'accueil, on a rapidement conclu que c'est pas quelque chose qui peut se limiter au début de l'année ou au début du semestre. Je pense que l'accueil doit se vivre tout au long du vécu, de l'année scolaire. Il faut que ça soit une rencontre, une recherche, d'apprendre à connaître les gens, dans le fond. Donc, en apprenant à connaître l'autre personne, ça nous permet de comprendre c'est quoi ses besoins, c'est quoi ses intérêts. Donc, tant chez les enfants que chez notre personnel, c'est comme un investissement. C'est quelque chose qui va profiter puis qui va venir contribuer même au sentiment d'appartenance qui va se développer chez chacun de ces intervenants-là qu'on côtoie. Là. Lorsqu'on accueille, on en bénéficie autant que la personne qu'on accueille. C'est trop souvent vu comme quelque chose d'unidirectionnel. Quelqu'un arrive et moi je les accueille, mais ça devrait impliquer d'aller à la rencontre vraiment de l'autre personne, avoir le goût de découvrir les autres, puis être en posture d'apprenante et d'apprenant toujours. Donc, de vouloir apprendre de l'autre, ça implique ça aussi. Et c'est important de respecter chacun à sa façon. Fait que l'accueil peut se faire de façon différente, dépendant des identités de la personne et de respecter cette diversité. Peut-être créer des espaces, parce que des espaces d'accueil, des endroits, des activités où on peut justement se rencontrer et prendre le temps d'échanger.
que ce soit des enfants qui accueillent d'autres enfants, des élèves qui accueillent de nouveaux élèves, ou puis même pas juste des nouveaux, là, de pouvoir créer plusieurs jumelages. Là. Puis quand on est bien accueilli, on va vouloir, tu sais, quand on a un bon souvenir de l'accueil qu'on a reçu, bien, on va vouloir reproduire ça. Alors, ce qui va arriver, c'est que le groupe en tant que tel va devenir un groupe qui accueille. Alors, on n'aura plus besoin, on n'aura pas cette tâche-là tout le temps sur nos épaules. Souvent, les gens, ils pensent « Ah, je fais rien en construction identitaire », puis quand tu leur fais prendre conscience, « Ben oui, regarde ce que tu as fait l'intervention, tu as pris le temps d'écouter, de t'intéresser, de parler des intérêts de l'élève. » Ça peut être simple comme ça. Ça va contribuer à son cheminement identitaire, puis à se sentir bien dans un espace francophone. Oui, je pense que ça fait plusieurs années, surtout dans les dernières années, que tous les intervenants, on s'est aperçu qu'il faut trouver une façon de faire comprendre c'est quoi l'identité identitaire, la construction identitaire, puis de dire, on peut-tu simplifier ça pour que le monde, les intervenants puissent se l'approprier, puis bien comprendre que dans le fond, c'est pas si complexe que ça. Donc, si on change un petit peu les mots qu'on choisit, les mots qu'on utilise, puis qu'on parle plutôt peut-être de cheminement identitaire, d'accompagnement identitaire. De développement, peut-être. De développement identitaire, on dirait qu'on y associe un sens un peu différent, dans le sens que c'est la personne qui s'approprie elle-même son identité, et puis que les personnes qui côtoient peuvent accompagner, appuyer, alimenter, allumer la petite flamme francophone. Donc. C'est peut-être aussi de faire une réflexion sur nos actions, parce qu'il y a plein de petits gestes qu'on fait dans notre quotidien qui bâtissent cette construction-là, mais on ne prend pas conscience peut-être. Puis on a même parlé de planification, même lorsqu'on planifie nos cours, de peut-être avoir une petite ligne où on se dit, on prend un temps d'arrêt, puis on réfléchit à où est-ce que j'ai cette place d'identité dans ma leçon aujourd'hui. Parce qu'encore là, ça peut être très simple. Ça peut être le choix de la musique, ça peut être une connotation face à l'auteur, ça peut être très, très, très simple. Ça n'a pas besoin d'être compliqué. Je pense que c'est ça qui est important aussi, de faire comprendre que c'est pas une tâche lourde à ajouter à la tâche des enseignants ou des accompagnateurs, que c'est quelque chose qui s'intègre, en fait, qui doit s'intégrer dans les jeux de tous les jours. De tous les jours, tout à fait. Puis c'est vraiment une posture, comme on disait, d'accueil, d'écoute, d'intérêt, puis d'accompagnement dans le cheminement identitaire. En créant un espace où ils s'engagent, éventuellement, ce qu'on souhaite, c'est qu'ils s'engagent, puis que ça crée quelque chose à l'intérieur. On va les chercher par le cœur, puis là, tout d'un coup, ils développent le sentiment d'appartenance, parce qu'au bout de la ligne, c'est ça qu'on cherche. On est en milieu minoritaire. Nos élèves, nos parents, puis les gens qui font partie de notre communauté, ils n'ont pas de référents francophones hors école. Ils n'ont pas une place où ils peuvent se voir. Alors, c'est à nous de créer des événements, des choses à laquelle ils vont s'identifier, à laquelle ils vont vouloir participer pour justement développer le goût de s'engager et aussi de se reconnaître, donc s'identifier dans notre communauté scolaire. C'est ça, puis l'engagement finit par être des choix, faire des choix. Donc, si on peut créer ces espaces-là initialement pour permettre à ces gens-là de participer, d'appartenir à des espaces, à un moment donné, ce qui risque de se produire, c'est que ces gens-là vont profiter de l'occasion à un moment donné pour initier, pour en créer eux autres mêmes des nouveaux espaces francophones, mais qui leur ressemblent peut-être plus que ce que nous autres, on pourrait créer de façon, des fois, un petit peu artificielle, parce qu'on a besoin un petit peu pas de le forcer, mais de bâtir ces espaces-là initialement qui n'existent pas toujours. Qu'est-ce que ça veut dire l'engagement? Tu sais, quand tu dis que le parent n'est pas engagé, mais est-ce que c'est nécessaire qu'il participe activement aux activités de l'école? Peut-être pas. Puis est-ce qu'on s'est posé la question, comment est-ce qu'on accueille justement ce parent-là? Est-ce qu'on lui permet d'être engagé? Oui, il faut les entendre pour vraiment peut-être créer une chose qui ont le goût de goûter, avoir des choses qui répondent à leurs aspirations. Nous, on veut juste que nos élèves soient heureux, puis qu'ils puissent se reconnaître, puis que ça
allument quelque chose chez eux qu'ils vont garder tout au long de leur vie. Bien, c'est ça, il ne faut pas forcer l'appartenance à la francophonie nécessairement. Ce qu'on veut développer chez les gens, c'est le désir d'appartenir à quelque chose, puis de comprendre qu'est-ce que ça veut dire appartenir. Puis là, créer des espaces francophones où on souhaite qu'ils vont se sentir appartenir. C'est super important d'apprendre en s'amusant. Puis naturellement, quand l'humain joue, notre identité, notre personnalité, qui nous sommes, prend le dessus. C'est impossible de masquer qui on est quand on joue, parce que quand on est vraiment engagé dans le jeu, le mot engagement revient, on est vraiment nous-mêmes. Puis à travers ce jeu-là, c'est comme une porte, on ouvre la porte vraiment à créer des relations, puis apprendre à connaître l'autre. Puis non seulement ça, ça crée vraiment une bulle commune. À la petite enfance, ça se fait beaucoup plus naturellement. On a l'approche par le jeu. Donc, c'est que, mais au fur et à mesure qu'on s'en va à l'élémentaire ou au secondaire, ça se perd. Puis, on a plutôt l'impression que le jeu, c'est vraiment pour les tout petits. Mais ça développe un rapport positif avec la langue. Si, avec nos jeunes, on pouvait faire ça sous forme plus active, avec une approche différente avec le jeu, que ça soit amusant, comme on l'a dit précédemment, quand ça se fait, il y a du fun, de l'action, ils participent, ça va développer plus un sentiment d'appartenance aussi. Puis avec les plus vieux, des fois, on est pris avec notre programme d'études. Ouais. Hein? On a un programme à passer, il y a des examens. Mais dans le fond, quand on retourne dans nos souvenirs, ce qu'on se rappelle même de notre enfance, de notre éducation, c'est ces activités-là qui étaient engageantes, où on s'est amusé, qu'on a vraiment parlé d'un besoin de formation, qu'on avait besoin certainement avec nos enseignants. Pas juste les plus vieux, mais d'avoir plus de formation sur le jeu. Puis les parents aussi, parce que c'est une nouvelle façon d'enseigner. C'est plutôt une approche différente qu'il faut avoir. Puis aussi laisser peut-être une plus grande part à nos jeunes, même quand ils sont ados, peut-être justement laisser leur faire plus confiance, puis leur donner plus de part aussi dans l'enseignement, dans cette approche-là. Parce qu'ils ont aussi beaucoup à apporter. Donc, c'est vraiment une approche différente, je pense. Ils verraient peut-être moins ça comme, on m'impose, c'est la francophonie, ou le français, c'est vraiment plus académique. Ils auraient peut-être une autre vision à ce moment-là, si c'est vraiment plus par une approche plus amusante et active. Ça serait plus en co-apprenant. Puis ils le disent, les jeunes, hein, on l'entend, ils veulent faire plus que lire, écrire, ils veulent interagir entre eux, mais ça prend un leader qui va créer ces moments-là, puis installer ça en salle de classe pour en faire une habitude. Vivre des expériences positives, mais avec le fun, l'amusement à l'arrière, c'est toujours plus... Tout en conservant l'intention.